Sylvain Barfetti, vous travaillez à Darwin, à Bordeaux. Darwin, c'est un tiers-lieu, un grand tiers-lieu de 4 hectares. C'est un écosystème. Vous êtes de très nombreux acteurs. Quels sont vos modes d'organisation? Quels sont vos modes de travail? Alors, pour bien répondre à cette question, il faut voir qui sont les acteurs effectivement au sein du Darwin écosystème, parce qu'on est plusieurs, regroupés sous forme de structures, même de structures juridiques, je dirais, puisque dans le Darwin écosystème, il y a le propriétaire, qui est la SAS Darwin, le groupe Évolution que je représente, mais il y a également les utilisateurs, qui sont les entreprises et les associations qui circulent dans l'écosystème, et l'ensemble des usagers, qui ne sont pas obligatoirement ni locataires, ni associations présentes sur le site, mais qui viennent, qui le fréquentent au quotidien. En ce qui concerne, donc on a mis en place une gouvernance partagée. Donc le propriétaire du lieu, qui est Darwin, le groupe Évolution, partage tout un tas de prérogatives, notamment par exemple au niveau de l'aménagement des espaces communs, de la communication, de l'organisation d'événementiels, de la mise en œuvre de la collaboration économique. L'ensemble de ces éléments-là sont partagés avec les différents acteurs qui sont donc les associations, le propriétaire et l'association des entreprises qui sont présentes sur le site. Alors la collaboration économique, elle se met en œuvre de manière assez naturelle, puisqu'il y a donc cette association qui s'appelle les Darwiniens, qui regroupe aujourd'hui 100 entreprises et 350 personnes, qui organisent sa collaboration économique. Comment acheter en commun, comment répondre ensemble à des appels d'offres, comment faire connaître ses compétences auprès de l'écosystème, en organisant par exemple des speed dating, des network boosters, tout un tas de termes qui sont tout simplement des rencontres très naturelles des différentes entreprises pour qu'elles puissent s'organiser entre elles, pour qu'elles puissent mettre en œuvre de la coopération économique et booster leur activité, booster leur réseau. Donc les choses se passent grâce à la mobilisation des différents acteurs, des différentes entreprises. Comment on finance un tiers-lieu de 4 hectares? Alors, les éléments qu'on a dû financer, nous, portent sur 1 hectare, puisque nous sommes propriétaires d'1 hectare, donc de 10 000 m², 6 700 m² de bureaux et d'espaces commerciaux. On a un restaurant, une petite épicerie bio et donc des bureaux qui sont mis à disposition des entreprises. Cet élément-là a été financé avec des apports en fonds propres assez conséquents, puisque nous n'étions pas promoteurs immobiliers et donc les banques ont été assez exigeantes. Sur un projet qui a coûté 14 millions, il a fallu apporter plus de 3 millions en fonds propres. Donc c'est vraiment très conséquent. Et donc c'est de l'argent qui a été recueilli auprès des proches du fondateur du projet et par le fondateur lui-même, qui avait vendu des parts dans une société auparavant et qui a pu donc réinjecter une grosse partie. On est véritablement sur du financement privé. Et ensuite, la réunion de 3 banques à hauteur de 9 millions d'euros. 3 banques différentes, un tiers chacune, pour pouvoir financer la totalité du projet. Le reste des hectares, nous n'en sommes pas propriétaires. C'est la communauté urbaine de Bordeaux qui en est propriétaire et qui nous a fait, à notre fondation, puisque nous avons une fondation, ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire. Ce qui fait qu'on a le droit d'utiliser ces lieux de manière temporaire. Et nous en sommes donc pas propriétaires, mais locataires. Et nous les mettons, et ces lieux, nous les sécurisons et les mettons à disposition d'initiatives associatives locales. Alors vous avez une certaine expérience autour des modèles économiques, oui, avec l'histoire de votre lieu. Aujourd'hui, quels conseils vous donneriez à des pratiquants de tiers-lieux qui voudraient créer un nouveau tiers-lieu? Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Je pense que parce que ça dépend véritablement de la capacité financière de la personne qui voudrait créer ce tiers-lieu. Si elle a beaucoup d'argent sur son compte en banque, ça va être extrêmement simple. Si elle en a peu, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir aller chercher des subventions. Et aujourd'hui, trouver des subventions, c'est quand même complexe. Ceci dit, par expérience, j'aurais tendance à dire que si c'est compliqué, finalement, c'est presque une vertu. Parce que si on fait avec les moyens du bord, en essayant de se débrouiller comme on peut, on arrive finalement à faire quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus ancré, puisqu'on est obligé de faire appel à l'ensemble des futurs usagers pour qu'ils puissent partager, apporter leur réseau, leurs compétences, leur industrie. Et finalement, le fait d'avoir quelques obstacles à la base est, au bout du compte, quelque chose qui va permettre d'ancrer le projet dans une vraie durabilité.
je pense. Plutôt qu'un projet qui serait extrêmement facilement financé et qui finalement ne pourrait pas trouver son ancrage dans son territoire. Sylvain Barfetti, merci. Avec plaisir.